Bonjour à tous, ou plutôt devrais-je dire hola a todos. Comme vous le voyez, aujourd'hui on n'est pas dans les montagnes, on n'est pas en France, on est en Espagne, dans la capitale espagnole même, pour participer au Marathon de Madrid. En Espagne il y a 2 jours, jeudi. Je dis nous parce que je suis évidemment accompagné de Clémence qui attend un petit peu plus loin, que j'ai fini de parler tout seul à une caméra. Comme vous l'avez vu avec les images précédentes, on a déjà pu visiter un petit peu cette jolie capitale espagnole et on reste un petit peu après, donc on pourra en profiter encore plus. Simplement au milieu il va falloir courir puisqu'il y a ce marathon. C'est donc demain. Là je viens de finir mon footing d'activation. Bon, vous l'entendez, il y a un petit peu de vent. On est à l'IFEMA Madrid, c'est une sorte d'énorme zone pour les congrès avec plein de hangars, un petit peu comme Eurexpo à Lyon. Ouais, désolé, j'ai que cette ref là. Mais voilà, avant ça, je voulais prendre 2 minutes pour vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé depuis la dernière vidéo, celle du Trail des Salamandres, où je vous disais qu'il y aurait 2 vidéos supplémentaires en mars-avril avant cette vidéo, celle du Marathon de Madrid.
Et bah, ces vidéos ne sont jamais sorties, donc j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux, Insta, Strava, mais je sais que vous êtes beaucoup sur YouTube à ne pas les suivre, donc je réexplique brièvement ici. Je devais initialement participer à la RTX fin mars et à la DC Run début avril, mais je me suis blessé à la fesse. Ouais, à la fesse encore, après le piriforme il y a 2 ans, juste avant l'Ultra Trail des Coursières, cette fois-ci c'était le moyen fessier, donc faut croire que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Moyen fessier, j'avais une petite alerte justement après les salamandres et en tant que grand malin que je suis, j'ai pas écouté les signaux d'alerte. J'ai continué à pousser et sur un fractionné la semaine d'après, et ben voilà, ça a pas tenu et donc 3 semaines d'arrêt sans pouvoir courir du tout. Et puis une fois que ça allait un petit peu mieux, pour couronner le tout, je suis tombé malade, une sorte de très grosse bronchite. Je pouvais, voilà, j'avais du mal à respirer, j'étais essoufflé au moindre geste, je crachais mes poumons. C'était un peu ridicule, on aurait vraiment dit un phacochère asthmatique quoi. Et donc j'ai pu reprendre la course à pied il y a à peu près à peine 2 semaines quoi. Donc vous l'aurez compris, la prépa pour ce marathon, nickel. C'est con parce que sur ma première partie de saison, j'avais 2 véritables objectifs, c'était le marathon donc demain et la Maxi Race qui est dans 1 mois. Je manque clairement de volume et de grimpette pour la Maxi Race, mais bon, ça j'ai encore un petit peu de temps pour limiter la casse. Mais c'est surtout pour demain que ça va être compliqué. Tenir les allures risque d'être difficile. L'objectif initial était de faire moins de 3 heures, mais pour être honnête, je pense que je voulais même faire entre 2h50 et 2h55. Donc entre 4 et 4,05 au kilo. Mais bon, il y a 3 semaines, j'étais encore tellement mal physiquement que je me disais que j'allais simplement courir ce marathon en allure footing, enfin voilà, pour accompagner Clémence, faire le lièvre pour elle qui vise 3h45. Mais bon, finalement, l'an dernier, j'ai couru Rome en 3h06 sans aucune préparation spécifique. Je me dis que là, 3 heures, ça peut passer, donc je vais quand même le tenter. Je vais partir à une allure entre 4,10 et 4,15. Et puis on verra ce que ça donne. Ça risque très fortement de péter, peut-être même très tôt dans la course. Mais bon, j'ai envie de tenter et puis on verra. C'est pas grave si ça marche pas. Ce qui me préoccupe un peu plus en vérité, c'est cette fesse, puisque la douleur n'est pas totalement partie, l'inflammation est toujours là. J'ai pas mis trop d'intensité ces dernières semaines, donc ça allait, mais demain, si je veux faire du 4,10 au kilo, il va falloir envoyer un petit peu. J'espère que ça tiendra, donc je serai attentif de ce côté-là aussi. Et si je vois que c'est trop douloureux, je ralentirai parce que je veux pas remettre en question ma participation à la Maxi Race. C'est plus important pour moi que ce marathon. Allez, maintenant venez, on va récupérer les dossards et je vais vous montrer tout ça. dossard à récupérer, ce sera le 484 parmi les 40 000 coureurs qui participent à la course sur les 3 formats, 10 km, semi et marathon. Là on va retourner tranquillement au logement, je dis tranquillement parce qu'on en a pour quasiment 1 heure avec les transports en commun. Le logement est dans le centre de Madrid et cet endroit là pas du tout. Je vous laisse comme lors de mon voyage à Rome avec un comparatif des différentes options que j'avais en termes de temps de trajet, de coût et d'impact écologique. Et puis de mon côté repos, dodo et puis demain YOLO. Avant toute chose, je commence par rappeler brièvement pourquoi je parle de ça. Si vous regardez mes vidéos, vous le savez, nous sommes en situation d'urgence climatique, la planète se réchauffe de plus en plus et les événements désastreux pour tous les êtres vivants qui la peuplent, nous compris,
vont se multiplier et s'intensifier. C'est un sujet qui n'est pas très drôle, je sais, mais se mettre des œillères ne change rien à la réalité. On sait aujourd'hui avec certitude, et je vous renvoie aux travaux des scientifiques et notamment du GIEC, que l'homme est responsable de ce réchauffement ultra rapide sur les dernières décennies, en lien notamment avec la hausse des émissions de gaz à effet de serre, elle aussi extrêmement importante et rapide, liée aux activités humaines, et ce, depuis l'avènement de l'ère industrielle au début du 19e siècle. Et l'un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre est celui des transports. Il représente une part très conséquente de notre empreinte carbone. J'avais expliqué dans cette vidéo ce qu'est l'empreinte carbone et comment estimer la nôtre au niveau individuel, ce qui est essentiel pour agir en conséquence. Je vous remets le lien du simulateur de l'ADEME en description. Pour ceux qui ne l'ont jamais calculé, il est jamais trop tard et sincèrement, c'est très instructif. Pour faire simple, en France, en moyenne, notre empreinte carbone est de 10 tonnes de CO2 équivalent par personne, alors qu'on devrait la limiter à 2 tonnes maximum pour respecter les objectifs climatiques. Faire attention aux transports que l'on emprunte, que ce soit dans les trajets du quotidien ou pour des trajets plus exceptionnels, comme pour les vacances par exemple, aura donc un impact très important sur notre empreinte carbone. Mon but, c'est de vous montrer ça en 5 minutes avec un exemple concret, donc en l'occurrence mon voyage Lyon-Madrid aller-retour, en comparant les différences d'émissions de gaz à effet de serre en fonction des différents moyens de transport, mais aussi, pour être totalement transparent, les différences de coûts et de temps de trajet. Les modes de transport analysés sont donc l'avion, le train, la voiture. Et pour estimer l'empreinte carbone du voyage, j'ai utilisé les mêmes simulateurs que lors de mon voyage à Rome. Leur lien est dans la description. On commence par l'avion, moyen de transport qui reste le réflexe premier pour nombre d'entre nous pour ce genre de voyage. J'en profite pour placer cette belle infographie de mon pote et rappeler que malgré son apparente normalité dans nos modes de vie occidentaux et il faut le dire de privilégiés, 20% des Français et surtout 80% de la population mondiale n'ont jamais pris l'avion. Et ce, alors même que ce sont ces personnes, notamment les populations les plus pauvres à l'autre bout du monde, qui sont les premières à souffrir déjà aujourd'hui du changement climatique. Je trouve que ça permet de prendre un peu de recul sur le caractère normal, voire même essentiel que l'on peut attribuer à l'avion, particulièrement dans nos sociétés occidentales. Revenons-en au comparatif. Vous avez ici une capture d'écran des prix et temps de trajet disponibles pour l'avion le jour même où j'ai réservé mes propres billets de train. Puisque oui, je l'avais pas dit, mais j'y vais évidemment en train. Donc c'était le 25 janvier, c'est-à-dire 3 mois avant le départ. On arrondit donc la durée du trajet aller-retour à 4 heures et le coût à 125 € aller-retour également. Au niveau écologique, le trajet aller en avion émet environ 236 kg de CO2 équivalent, soit 472 kg aller-retour, quasiment une demi-tonne de CO2 équivalent. Pour la voiture, mode de transport lui aussi réflexe, voici les données. Pour les estimations, j'ai utilisé comme la dernière fois via Michelin. J'ai rentré les informations de ma voiture qui est un petit modèle qui consomme peu et j'ai mis le coût de l'essence moyen en France à l'heure actuelle. On retrouve un temps de trajet de 12h16 sans compter les pauses et donc 24h30 aller-retour pour un coût d'environ 230 €, soit 460 € aller-retour. Côté écologique, je prends évidemment l'exemple de la voiture thermique qui est encore très largement majoritaire. Les émissions liées au voyage sont de 270 kg de CO2 équivalent, soit 540 aller-retour. Donc un peu plus d'une demi-tonne de CO2 équivalent. Dernier mode de transport, le train. Vous avez ici les captures d'écran de mes différents billets. Je vous passe les calculs. On se retrouve à un coût de trajet aller-retour de 294 € pour 18 heures de trajet total, en comptant 2 ou 3 escales de plus ou moins 1 heure. Niveau émissions, ça va être du TGV, donc comme vous le voyez, c'est très faible. J'arrondis à 5 kg de CO2 équivalent, soit 10 kg aller-retour. Maintenant, je vais mettre tout ça dans un tableau de synthèse pour pouvoir comparer, mais avant ça, je tiens à ajouter quelques précisions. Ici, on calcule le coût et l'impact écologique par personne. Pour le train et l'avion, c'est bien ce que l'on vient de faire, puisque les simulateurs calculent l'empreinte écologique par personne, et les billets sont nominatifs, donc les prix sont eux aussi par personne. Mais pour la voiture, c'est un peu différent, souvent on voyage à plusieurs, donc le coût et surtout les émissions de gaz à effet de serre sont à rapporter au nombre de personnes qui voyagent dans la voiture. Par exemple, pour un voyage à 3, on divise tout par 3, sauf la durée du trajet, bien évidemment. Mais donc, ça nous ramène à 153 € par personne pour les coûts et 180 kg de CO2 équivalent par personne pour les émissions. Pour la comparaison qui suit, j'ai pris mon cas personnel, c'est-à-dire un voyage à 2. Autre petite chose pêle-mêle à garder en tête pendant la comparaison qui va suivre, les temps pour aller à la gare ou l'aéroport et surtout les temps d'embarquement pour l'avion ne sont pas comptabilisés. Idem pour l'impact écologique pour se rendre jusque dans ces lieux. Évidemment, privilégier les transports en commun plutôt que la voiture limitera cet impact. Pour la voiture, ici, c'est comme je l'ai dit, un exemple avec une petite voiture qui consomme peu et émet un peu plus raisonnablement, on va dire. Si vous avez un SUV de 2 tonnes ou une voiture sportive qui consomme 10 litres au 100, vous pouvez multiplier l'impact écologique jusqu'à quasiment 2 fois selon la voiture. Dernière chose, pour le calcul de l'empreinte écologique, la construction des véhicules est prise en compte, mais pas celle des infrastructures, donc rails, routes et aéroports. Ce qui ressort dans tout ça, c'est que l'avion est clairement le moyen de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre.
On est à quasiment une demi-tonne par personne de CO2 équivalent pour ce voyage, soit tout simplement un quart de notre budget annuel pour l'ensemble de nos activités. Donc transport, mais aussi alimentation, logement, chauffage, les achats. Enfin bref, avec ça, on bousille un quart de tout ce qu'on devrait faire en un an. À deux, on aurait émis avec ce voyage tout simplement 1 tonne de CO2 équivalent. Pour la voiture, en voyageant solo, c'est encore pire que l'avion, avec plus d'une demi-tonne émise. Mais plus on covoiture et plus les émissions par personne baissent. C'est là où la voiture devient plus intéressante que l'avion. Dans notre cas précis, le voyage en voiture aurait émis 0,54 tonnes de CO2 équivalent, soit 0,27 tonnes par personne. Enfin, pour le train, pas de débat à avoir, on est à 10 kg par personne, soit 0,01 tonne de CO2 par personne, 0,02 tonnes pour 2 billets. On voit donc qu'au niveau écologique, la différence entre le train et les autres moyens de transport est phénoménale. Mais évidemment, il y a des inconvénients. Niveau de temps de trajet d'abord, puisque même si le train est plus rapide que la voiture, avec ses 18 heures de trajet versus 24h30 pour la voiture, on reste très loin des seulement 4 heures de trajet aller-retour en avion. Là-dessus, pas grand-chose à faire. Pour moi et Maître, il va falloir réapprendre à voyager autrement, réapprendre la patience aussi. Après, voilà, il y a plein de choses à faire dans le train. Certains travaillent, d'autres matent des séries, et puis finalement, je trouve que ça passe assez vite. Sans compter qu'il existe de plus en plus de trains de nuit pour beaucoup de destinations européennes. Venons-en au coût, et de nouveau l'avion écrase tout avec ses 125 € par personne aller-retour. Le train, lui, au contraire, est très cher, d'autant plus qu'on a vraiment bien cherché pour trouver le moins cher possible. Il y avait plein d'autres trains, beaucoup plus chers, et plus longs aussi. Et malgré tout, on est à quasiment 300 € par personne aller-retour. La voiture, en comptant 2 personnes, se place entre les deux avec 230 € par personne aller-retour. Sur ce point-là, c'est un vrai problème. La solution la plus écologique, la plus vertueuse ne devrait pas être celle qui coûte le plus cher. Ça montre l'absurdité du monde dans lequel on vit. Mais ça, c'est quelque chose qui peut changer, qui va changer de toute façon, vu ce qui nous attend, mais qui peut changer encore plus vite. Et ça dépend de notre implication. Ça peut changer par le biais de nos votes au moment des élections, bien sûr, pour que les lois changent. Évidemment, par le fait de limiter notre usage de l'avion au maximum. Les entreprises aériennes ne pourront pas faire voler leurs avions à vide éternellement. Mais aussi par le soutien apporté aux activistes sur les réseaux, le partage de l'information qu'ils nous apportent, comme je suis en train de le faire avec vous. Être informé, c'est une véritable arme, et une masse informée qui se bouge, qui en parle autour d'elle, c'est ça qui permet de faire changer les choses. J'aimerais finir par une dernière chose. Oui, aujourd'hui, être écolo, dans certains cas, ça a un coût. Pas toujours, mais parfois oui. Un coût financier, comme on vient de le voir avec cet exemple précis du voyage. Un coût moral, on se prive de certains plaisirs, de certaines facilités, et on voit qu'autour de nous, la grande majorité ne le fait pas, qu'elle est globalement égoïste. Alors j'ai encore un peu d'espoir, sinon je vous parlerai pas de ça. Mais aussi, voire même surtout, ça a souvent un coût social dans les rapports avec la famille, avec les amis, qui vous voient changer, vous voient vous agacer devant certains comportements, et qui ne comprennent parfois pas tout. C'est pas toujours simple, et comme je le disais, tout n'est pas à la portée de tout le monde financièrement, je suis d'accord. Mais vous l'aurez compris, je vais certainement pas reprocher à une famille aux revenus modestes de faire ses premières vacances en avion après 10 ans sans vacances. C'est pas le sujet. Autre exemple, moi-même, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie, mais je le prendrai un jour, c'est sûr, pour aller courir la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, parce que c'est l'un de mes rêves. Mais c'est pas ça qui est critiqué et remis en question. C'est pas les rêves et 1 ou 2 voyages dans une vie. C'est plutôt la multiplication des voyages pour une même personne ou un couple ou un groupe d'amis sur une période de temps relativement réduite. C'est également l'utilisation de l'avion pour des vols intramuros en France, par exemple, ou pour des destinations européennes très bien desservies en train. Et puis évidemment, il y a les vols pour aller passer 1 ou 2 jours quelque part, puis revenir, qui sont clairement évitables. Mais il faut avoir la capacité de mettre en regard notre petit plaisir personnel, la nécessité de ce voyage, que va nous procurer ce petit week-end, face à son impact global. Il y a plein de super coins accessibles très facilement en train en France pour passer des super week-ends, plutôt que de prendre l'avion pour aller à Rome, Prague, Madrid, ou pire, Dubaï. Pour conclure, il ne faut pas croire que moi, ou de manière plus générale, les personnes engagées, ça nous amuse de passer 4 fois plus de temps dans le train que dans l'avion et payer 3 fois plus cher. Mais justement, pour ceux qui en ont les moyens ou qui prennent trop souvent l'avion, je pense que c'est important de garder à l'esprit, quelque part dans notre tête, ce qui se joue actuellement, et se dire que on se doit de réduire nos voyages en avion et de changer nos habitudes. Voilà pour ce comparatif un peu long, mais que je pense assez complet. J'espère qu'il vous aura été instructif. On passe maintenant à la partie moins sérieuse de la vidéo, le marathon. Passion, be about it all action, wholehearted, no fraction, read about it like a caption, I'ma be the last stand, top of the mountain, they walking around it, ain't talking me got it, they talking about it, we winning again, we did it, you got it, whoa! Grit in the grind, breaking the line, pushing right through, won't be denied, how will I lose? The crown is mine, it's grind time, I am the truth, won't be denied, how will I lose? It's grind time.
Allez, comme vous le voyez, je viens de poser mon sac à la consigne. Donc là on est à la station de métro Colomb, juste au-dessus de l'arrivée en fait de la course. Maintenant pour rejoindre le départ, j'ai 2 arrêts de métro à faire, que je vais faire à pied pour m'échauffer. Voilà, puisque je suis SAS 2 sur une dizaine je crois. Donc je dois remonter toute la Paseo de la Castellana, qui est une des plus grandes voies madrilènes, et celle sur laquelle le marathon débute jusqu'à km 5 au moins. Avant je vais juste essayer de faire un petit pipi. J'avais oublié ce que c'était les toilettes avant un marathon. Il y a 40 000 personnes, donc pas beaucoup de toilettes, beaucoup de queues. Putain, j'ai juste voulu pisser, mais toutes les chiottes sont remplies de cacamou, on va dire. C'est affreux. J'ai cru que j'allais bégère. Désolé pour les détails. C'est ce qu'on appelle le caca de la peur. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que Madrid finalement en fait c'est une ville qui est sur une colline. Ça monte et ça descend beaucoup. Et pour faire un record, pour taper un record en fait c'est encore plus compliqué. Je pensais pas non plus que ce serait des pentes si raides. En nous baladant un peu dans la ville, j'ai vu ça, c'est pas juste des petites montées, hein. Parfois c'est des... Il y a un vrai pourcentage quoi, donc il faudra essayer de pas se cramer dans les montées, d'accélérer un petit peu dans les descentes mais pas trop. On verra. Allez, départ dans une demi-heure à peu près. Bon, dernier petit point avant d'aller au départ. Température étant nickel. Je pense même qu'on va avoir chaud en fin de matinée. C'est cool parce que depuis qu'on est arrivé, il faisait vraiment pas très beau, plutôt froid, enfin comme en France quoi. De la pluie et des nuages alternés quoi. Les sensations sont très bonnes au départ. Je fais mes accélérations à allure course, donc comme je disais 4-10, en fait je suis à 3,45. C'est le piège sur les courses, il faut pas partir trop vite. Là à 3,45 je suis à l'aise, mais c'est normal, c'est l'excitation, un peu l'euphorie. Faut essayer de calmer tout ça pour pas partir trop vite. Allez, je vous retrouve sur la ligne de départ. Castellana arriba, ya te lo digo, porque no podemos, que si no... Bueno. Parti. Comme je le disais, là sur 4-5 km, on reste sur le Paseo de la Castellana. Là on vient de passer devant le Musée national des sciences naturelles de Madrid. Oh,
et tout droit pendant 4 km. C'est pas grave. 4-5. Et ici on passe au niveau du complexe Aska, je crois que ça s'appelle. On passera sur ce pont tout à l'heure, vers le kilomètre 8. Et à droite, le Stadio Santiago Bernabéu, le stade du Real de Madrid, qui est relativement en pleine ville quand même. Et il est sacrément imposant. Et là nous voilà à la Plaza de la Castilla. On est vraiment dans le quartier des affaires sur cette première partie. On voit déjà le Cuatro Torres en fond. 4 tours que je vais vous montrer. C'est vraiment une immense place, un immense rond-point ici. Jusqu'à maintenant ça faisait que monter en pente douce. Et là ça commence à redescendre un petit peu. Et en face voilà les Cuatro Torres, qui sont les plus hautes tours d'Espagne, hein. La plus haute étant la première. Bon, c'est essentiellement des bureaux, notamment des entreprises pas très cool je crois. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc ces 4 tours, donc là on en voit 1, 2, 3. La 4e est cachée juste derrière là. Et une 5e tour noire que je vous montrerai après est venue se greffer un petit peu plus tard. Et 5 km, je vous fais un premier petit point. Pour l'instant ça va bien. Je peux déjà vous dire que ça craquera pas trop tôt. Les sensations sont bonnes. Je sens pas du tout la fesse. C'est bizarre dit comme ça. Et je plafonne en FC à 160. Donc c'est plutôt bon signe. Par contre il fait déjà chaud, même en étant long. Il va falloir bien s'hydrater. On devrait d'ailleurs avoir le premier point d'eau dans pas longtemps. On vient de repasser à la place de la Castilla. Et mine de rien, je suis déjà à 65 des plus. Au kilomètre, 5,4. Allez, premier point d'eau en face. Merci. J'ai eu ma bouteille d'eau. Bon, ça fait ralentir un peu, mais j'ai pu m'hydrater comme il fallait. Stefanos is watching us. Oui, parce que je suis ici au même moment que l'Open de Madrid, pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, Master 1000 de Madrid. Voilà, juste une info comme ça. Allez, kilomètre 8, on retourne en direction du complexe HK comme je vous en avais parlé tout à l'heure, et on va passer sur le pont dont je vous avais parlé également. Là le SAS 8 de Clémence a dû partir il y a quelques minutes maintenant. J'avais pas précisé, mais les SAS c'était toutes les 5 minutes. 9h, 9h05 pour mon SAS numéro 2, 9h35 pour le SAS 8, 3h45. Ah non, elle est ensuite 4h. 4h pour Clémence, même si elle vise plutôt 3h45.
Ça fait un moment que c'est très descendant, donc c'est presque facile. Faut pas trop se laisser emporter parce que ça veut dire que derrière ça va monter. Et là ça sera difficile. C'est encore que le début de course là. Allez, nous y voilà sur ce pont dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, 10 km. Premier quart. Bien, pas de difficulté. Tout petit peu mal à la fesse, mais c'est rien. C'est l'heure de s'hydrater. Merci. Efficace sur les ravitaillements pour l'instant. J'ai réussi à ne pas m'étouffer. À 12 km, on va passer sous le tunnel de Manuel Bettella. Ça je savais pas, c'est juste que c'est écrit. Et là on passe juste à côté du Parque del Retiro, parc du retrait, mais on va pas dedans, juste là-bas. Ça a l'air très joli, faudra que j'aille le visiter dans la semaine. Mine de rien, je viens de passer l'heure de course, donc si tout va bien, j'ai fait un tiers. Et la troisième ravito. Bon, il y a de l'ambiance, ça c'est cool. Ouais, le dernier kilomètre, c'était une belle montée. Là on redescend un peu, ça fait du bien. C'est que ça tout le parcours. Et là on va doucement arriver vers le centre de Madrid. Dans 4-5 km, 4, on devrait être à la Puerta del Sol. Les pompiers. Et là on arrive à, je crois que c'est le quartier de Callao, je suis pas sûr, je vais essayer de trouver le nom sur une pancarte. Je trouve que c'est une sorte de mini Times Square espagnol. C'est
Vraiment le centre du centre là. Ouais, c'est ça, Carao. Et en face, la Puerta del Sol, la place la plus connue de Madrid. Et c'est ici qu'on va avoir la séparation semi-marathon-marathon. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, les 10 km partaient à 8h, 1 heure avant nous, et le semi-marathon partait en même temps à partir de 9h. Et là, je crois que c'est la Calle Mayor, la rue de Mayor. Et juste ici, ouais, on n'y passe pas, mais c'est la Plaza Mayor. Je vous mettrai une image. Et on a passé le 20e kilomètre. Et sur ma gauche, on va voir la Plaza Villa, qui est un peu plus ancienne, plus de type médiéval. Ouais, voici. Et ici, la cathédrale de la Almudena, immense. On l'a visité avant-hier. Ça vaut pas la basilique Saint-Pierre à Rome, mais quand même. Et après, le Palacio de Real, la demeure des rois et reines d'Espagne. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Avec ici la place d'Armes. Et nous, on va aller à gauche là-bas. On va descendre un peu après. Gracias. Bien. Il y a un passage de semi-marathon en un peu plus d'1h25 à la montre. Ouais, non, le semi est là-bas, donc ça va être plutôt 1h26, la moitié, et ça commence à taper à peine plus, mais ça va toujours très bien. J'aurais signé direct si j'avais su. Et à ma droite, on la voit pas trop, mais c'est la Plaza d'Espagne. Et plus loin sur la gauche, je me suis pas trop renseigné, mais j'ai vu qu'il y avait le temple d'Amon. Je sais pas pourquoi c'est ici. J'ai manqué à mon devoir de me renseigner. C'est l'hôtel Rio. Allez, là on va passer, on va arriver au Parque del Oeste, Parc de l'Ouest, et je crois qu'on va passer un peu dedans avant d'aller après vers Parque del Campo. Allez, là on est dans ce parc, ouais. Parc de l'Ouest. Voilà, ça descend bien, mais ça veut dire que derrière il va falloir remonter tout ça. Sur la fin, ça va être dur.
Et donc là on arrive au Parque del Campo. Ça y est, ça commence à être dur. 27,5. Il reste 15 bornes. Ça grimpe là. Et là le lac de ce parc. « 29,5. Ça y est, je suis cuit. Ça m'est tombé dessus d'un coup là. Kilomètre 26-27. Allez, il en reste 13 on va dire. Mental. Ah, j'ai plus rien dans les côtes. Ah, là ça sent pas bon. Il reste un peu plus de 10 km. Je commence à cramper. Je l'ai fait, ce qui me fait de plus en plus mal. Ah, ça va être dur à la fin. Allez, allez. Vamos. Gracias. Et voilà, là on traverse le pont au-dessus de la Manzanales. Et là on retourne dans le centre. On va pas tarder à être au niveau de la cathédrale de la Almudena avec une ligne montée. Je temporise. Je fais une allure entre 4,25 et 4,30. Sinon ça va pas tenir. Ah, celle-là elle va piquer. Je sais pas si on va à la cam, mais ça grimpe. On va voir la cathédrale là-bas à gauche. Putain, ça monte là sur la fin. Je suis à 275 D+. Ah, je douille là. Il reste 4 km. Allez, 39,1. Il reste un peu plus de 3 km. Ah, là, j'ai la fesse qui se réveille vraiment là. Merci. Allez, on a dépassé le 40e. Là à droite, Estación de Atocha. C'est la gare de Madrid. Là c'est la gare. Et à droite, je crois que c'est le parc de Latino. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure. La fontaine de Neptune à gauche. Et on arrive à la place de Cibeles avec la fontaine de Cibeles et le palais de Cibeles, Palazzo de Cibeles. C'est là où il y a la mairie madrilène. Et voilà le Palazzo de Cibeles. Martínez Celesal.
J'ai pas le temps exact, mais à moins d'une minute. Fallait pas que ça dure 1 ou 2 km de plus quoi. Ah, les 15 dernières bornes étaient affreuses. Mais je suis content. Je me reprends un peu et je vous fais un débrief dans quelques minutes. Ouah, c'est horrible là, ça fait à peine 2 minutes que je suis arrivé. Ah, je peux plus marcher. C'est un effort tellement difficile. J'avais oublié. Pour crever, un effort pour crever. D'accord. C'est dingue, gars. 3 minutes, t'es en train de courir, de sprinter pour la fin. Et 3 minutes après, tu peux plus marcher. Gracias. Et voilà une médaille de 2 tonnes autour du cou. Ah putain, on se met dans des états. J'ai même pas pu aller au vestiaire d'un seul coup là, il a fallu que je me repose par terre. Enfin, oh. On voit ça nulle part quoi, des gens couchés par terre dans la rue. Il n'y a que en sport qui voit ça. Quand tu prends un peu de recul, c'est à la fois super drôle et complètement con. Parce que j'ai tellement mal. Ah, les deux hanches-fesses, j'ai vraiment des faiblesses musculaires à cet endroit-là hein, parce que je douille à un point là. Mais je suis content, ouais. Bah, je peux vous faire un débrief maintenant, je pense. Ah, en attendant Clémence, j'ai pas mal de temps, je pense. Je dois avoir quand même une petite heure devant moi au moins. Ouais, même plus en fait. Bon bah je suis content hein. J'ai réussi à passer en dessous des 3 heures. Ça doit être de quelques secondes hein. Mais vu le dernier mois, c'était presque inespéré. Franchement j'aurais pas misé sur ça avant la course. Ça s'est très bien passé jusqu'au kilomètre 25 on va dire. Et puis j'ai plongé d'un coup. Je manque de caisse, de fond. J'ai moins couru cette année, moins de distance, moins de temps. En plus, donc la préparation a vraiment été tronquée. Donc j'avais pas 42 km dans les jambes à allure cible quoi. Parce qu'en plus sur la première partie j'ai été plus vite. J'étais je pense à 4,05 de moyenne, qui était l'allure que j'aurais voulu tenir sur 42 km en étant en forme. Ça m'aurait rapproché des 2h50, peut-être 2h53 je pense. Mais bon, le fait d'avoir couru plus vite au début, quand j'ai craqué sur la fin, ça a permis d'équilibrer le tout. Et donc je termine juste en dessous des 3 heures. Ah, avec un énorme mal de cul. Ah. Bon, s'il y a plus d'infos à vous donner, le classement c'est anecdotique mais je vous le mettrai en dessous. Je sais pas du tout pour l'instant, j'ai pas récupéré mon téléphone. Maintenant on va profiter un petit peu de la capitale espagnole avant de rentrer. On a eu vraiment de la chance sur le temps, c'était cool. C'était un beau marathon, je regrette pas. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si la fesse n'a pas trop souffert, parce que quand même là j'ai eu bien mal sur les 5 derniers kilomètres, ça sera la maxi race. Mais bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, il faut juste que je récupère bien cette semaine. Mais il n'y aura pas d'autres courses d'ici là. Donc je vous dis à dans un gros mois. Si, il y a une dernière chose avant de finir, la Clémence va arriver et elle va battre son objectif de 3h45 de presque 5 minutes, donc c'est super. Je voulais vous montrer le t-shirt du marathon avant tout. Et il y en a qui m'avaient demandé pour le marathon, j'ai couru avec les Saucony Endorphin Pro, pas Elite, les Pro. Donc chaussures avec plaque carbone. J'étais un peu dubitatif avant d'essayer et honnêtement, ça, pour moi en tout cas, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Je pense que sans ça, je mets 3, 4, 5 minutes de moins quoi. Allez, cette fois-ci j'ai fini. À bientôt.